Merci pour les applaudissements. Madame la présidente, mesdames les présidentes, euh, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, sénatrices, mesdames et messieurs les députés, monsieur le directeur général des Outre-mer, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, Yaorana. C'est un réel plaisir, doublé d'un honneur, d'ouvrir ce colloque consacré à la croissance des économies ultramarines, ici au Sénat, dans cette enceinte où se construit la parole publique, au titre des territoires de la République. Je veux remercier mes collègues de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et me joindre dans cela à notre présidente, et de l'Institute for Small Markets in Law and Economics, en bon français, pour cette initiative, ainsi que l'ensemble des intervenants qui apporteront leur éclairage sans détour, sans oublier le public nombreux qui s'est inscrit pour participer à nos travaux in situ et bien entendu en ligne, et en particulier nos collègues députés qui nous font l'honneur et l'amitié de nous rejoindre au Sénat aujourd'hui. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour dépasser les seuls constats que nous connaissons ou exprimons tous avec justesse. La petite taille des marchés, l'éloignement, les difficultés logistiques, la structure concentrée des secteurs économiques, ces contraintes, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas les concevoir comme une fatalité, mais comme le point de départ d'une réflexion exigeante sur les leviers concrets qui peuvent transformer la trajectoire de nos économies. C'est l'essence même de la justification première de l'intervention de l'État et l'intervention publique en général, pour corriger ou compenser autant que possible ces difficultés à la fois singulières et plurielles que génèrent nos géographies, en comparaison avec la situation de l'Hexagone, au titre des principes d'égalité et de solidarité nationale, principes qui s'expriment de manière différenciée en fonction du rattachement constitutionnel de nos territoires, et je parle des articles 73 et 74 bien entendu. Chers amis, j'ai la conviction que la croissance ultramarine ne peut pas reposer uniquement sur des dispositifs budgétaires de soutien ou de compensation. Attention, il reste nécessaire, voire essentiel, et c'est important de le rappeler en ce jour d'examen de la mission Outre-mer, ça ne vous aura pas échappé, dans le cadre très contraint du PLF 2026. Nous les évoquerons autour de la première table ronde tout à l'heure. Nous tenterons d'apprécier la portée des outils à notre disposition, d'en mesurer la pertinence et l'efficience, d'apprécier leur accessibilité, de définir les éventuelles marges de progression en la matière, notamment en matière fiscale. Et ce sera un programme bien chargé dans le temps qui nous est imparti. Notre croissance économique doit aussi s'appuyer sur des mécanismes structurels, tels que l'accès à des financements adaptés aux cycles économiques locaux, une montée en compétences durables, une commande publique qui joue pleinement son rôle d'entraînement avec équité, des infrastructures de qualité en nombre suffisant, un système réglementaire et administratif simplifié et une régulation économique lisible, protectrice des consommateurs mais aussi incitative pour l'investissement. Sur ce dernier point, il nous faut sortir collectivement d'un raisonnement visant à opposer les consommateurs aux entreprises, le public au privé, comme si l'un ne pouvait prospérer qu'au détriment de l'autre. Cette logique de confrontation est non seulement dépassée, mais elle nous prive d'une évidence. Dans les territoires ultramarins, dans nos territoires, la performance économique et l'intérêt général doivent avancer ensemble, à condition, bien entendu, que l'un ne cherche pas à écraser ou à se substituer à l'autre. La durabilité de nos économies s'entend aussi bien dans cette capacité à fédérer et mobiliser autour de projets de territoire communs, berceau essentiel de notre agilité, de l'efficacité des moyens déployés, auquel la situation globale des finances publiques nous appelle. Ce sera le thème de ce soir. Une régulation moderne ne consiste ni à sanctionner pour rassurer, ni à déréguler pour séduire. Elle consiste à créer les conditions de la confiance en donnant de la visibilité aux investisseurs, de la transparence au marché et de la protection aux ménages. C'est avec cette alliance et non cette opposition qui permet l'entrée de nouveaux acteurs, l'innovation, la baisse des coûts et finalement l'amélioration du pouvoir d'achat. C'est bien cette alliance qui le permet. À l'heure où notre pays connaît une radicalisation du débat public, où les postures l'emportent trop souvent sur les solutions, et je ne vise personne, nous avons ici une responsabilité particulière, celle de ramener de la nuance, de remettre les faits, les résultats au centre et de démontrer que l'action publique peut être à la fois exigeante et apaisée. Les territoires ultramarins, nos territoires donc, savent mieux que d'autres que l'on ne gouverne pas durablement par l'invective ou par le symbole. Nous avons appris parfois dans l'adversité que le pragmatisme vaut mieux que le dogme et que les réformes les plus efficaces sont celles qui s'ancrent dans le réel, dans l'écoute des acteurs, dans la compréhension fine des contraintes locales.
Dans l'ensemble des Outre-mer, comme dans l'ensemble des territoires de la République d'ailleurs, nous savons qu'aucune transformation durable ne se fait contre, mais toujours avec. Avec les collectivités, avec les entreprises, avec les consommateurs et avec celles et ceux qui chaque jour créent de la valeur et de l'emploi. En somme, avec les citoyens de nos territoires, au sens premier et noble du terme. La question n'est donc pas de choisir entre protéger et développer, mais de concilier ces deux exigences. C'est donc cette équation fine et complexe que nous devons résoudre. Il ne s'agit pas d'importer des modèles, mais d'adapter les outils pour que la régulation devienne un levier de croissance et non une fragilisation des opérateurs locaux. C'est le cœur même de nos débats du jour. Comment y parvenir ensemble? Quelles pistes ouvrir? Quelle route proposer à nos économies vertes et bleues? Dans certains secteurs, je pense au transport, à l'énergie, aux télécommunications, la bonne question n'est pas plus ou moins de régulation, mais quelle régulation? Avec quelle visibilité, au service de quels objectifs de développement, mais aussi à quel prix? Nous ne saurions éluder de nos réflexions du jour cet éléphant qui plane dans la pièce, ne regardez pas au plafond, qu'est le fléau de la vie chère. Nous entrettions dans une émission flash de la DSOM, de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, en avril dernier, et ce combat reste immanent et criant. Gardons à l'esprit que nos territoires disposent d'atouts considérables, le dynamisme de la jeunesse, l'abondance des ressources naturelles et maritimes, la capacité d'innovation sont autant de forces que nous pouvons mobiliser pour réussir ce développement harmonieux tant espéré par nos populations. Et puis, il nous faut apprendre à considérer notre taille comme un avantage. Combien de fois avons-nous entendu que les territoires insulaires étaient trop petits, qu'ils n'avaient pas la taille critique, que l'échelle était trop restreinte? Cette réalité peut aussi être envisagée comme un levier. Quand on est petit, on est plus agile, on est capable de se mettre en mouvement plus aisément et on dispose d'une capacité à expérimenter ce que d'autres ne peuvent pas faire à grande échelle. Montesquieu, qui a inspiré tant de concepts à notre République, le disait déjà au XVIIIe siècle, c'était hier, les petites républiques ont l'avantage de pouvoir être mieux gouvernées. Tout simplement parce que la taille réduite permet plus de réactivité, de proximité et d'efficacité. C'est d'ailleurs le concept de subsidiarité cher à l'Union européenne qui trouve une traduction concrète dans les statuts d'autonomie de certaines de nos collectivités. Je vous parlerai bien sûr de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Sous ce prisme, les Outre-mer forment bien des laboratoires économiques pour la France et pour l'Europe, sur la transition énergétique, l'économie bleue, le numérique, la souveraineté alimentaire ou encore la collectivité des territoires isolés. Valorisons nos atouts. Le colloque d'aujourd'hui n'a pas pour vocation d'ajouter un rapport de plus, mais faire émerger des solutions opérationnelles, partageables entre territoires, et cela nous manque souvent, et surtout mises en œuvre concrètement. En Polynésie française, nous avons une expression, Naruto ithoera eriromaya itmanuya, que l'on peut traduire littéralement que c'est ensemble, dans notre unité, que le chemin nous mènera vers la victoire, et cette victoire deviendra possible. Je crois que c'est dans cet état d'esprit que vous êtes venus ce matin, en tout cas nous, oui, pour avancer ensemble dans une logique de responsabilité partagée. Je vous remercie de votre attention, je remercie notre présidente de la délégation et l'ensemble des équipes, et vous souhaite des échanges à la hauteur des enjeux, et surtout utiles pour éclairer l'action publique au bénéfice de nos territoires, de leur croissance économique et du développement le plus large en faveur de nos populations. Maruru, merci à tous.